La communauté musulmane du Canada est sur le qui-vive depuis 2 semaines après les fusillades de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et d'Ottawa où 2 militaires ont perdu la vie. Des crimes commis au nom d'Allah qui ont attisé la méfiance envers les musulmans et les islamistes en particulier. Le rôle des imams est pointé du doigt et aujourd'hui avec notre collègue Ginette Lamarche. Bonjour Ginette. Bonjour Michel. On a voulu mieux comprendre la responsabilité, le rôle des imams au sein des communautés musulmanes du Canada, du Québec, surtout que ce sont des communautés musulmanes de plus en plus importantes. Il faut dire, Michel, que la population musulmane a presque doublé au Canada durant la dernière décennie. On compte maintenant plus d'1 million de Canadiens de confession musulmane. Ça représente plus ou moins 3 de la population. Et ici, j'aimerais faire une distinction importante, faire la distinction entre les musulmans et les islamistes. Parce que l'islamisme est un mouvement regroupant les courants les plus radicaux de l'islam. Et donc, au Québec, la plupart des musulmans s'installent dans la grande région de Montréal. C'est un peu logique, tout ça. Et beaucoup, de plus en plus, en tout cas, sur la rive sud de Montréal. Oui, la communauté musulmane de Brossard est en pleine expansion et ce n'est pas un hasard, Michel, que la plus grande, la plus importante mosquée du Québec se trouve sur la Grande Allée à Brossard. Et vendredi dernier, j'ai assisté dans la salle réservée aux femmes à la prière du vendredi. Les hommes se prosternent dans la grande salle du rez-de-chaussée où officie l'imam Foudi Selmoun. Au deuxième étage, les femmes suivent la célébration sur plusieurs écrans. Dans ce lieu sacré, les femmes sont toutes couvertes de la tête aux pieds. Je vous souhaite la bienvenue dans la religion, puis qu'on est tous des sœurs et qu'on vous accueille parmi nous. Voyant que je ne suis pas familière avec les lieux, Fatima me souhaite la bienvenue. J'en profite pour lui demander si ces crimes commis au nom d'Allah l'ont affectée. C'est des gens qui disent qu'on est des musulmans, on est tous des terroristes. On n'est pas d'accord avec ces gestes-là. On les refuse et ça ne fait pas partie de nous, c'est pas nous. Mais peut-être c'est pas trop médiatisé pour que le monde sache qu'on est en désaccord avec ce qui vient de se passer. Ce qui fait, c'est pour ça qu'on est visé par ces regards de mépris et de haine. Le regard du monde a changé envers nous. Dès qu'on voit une femme avec un foulard, déjà on est catégorisé. Au début, c'était ça. Mais après, tous les événements qui s'accumulent, on voit qu'on est plus en plus détesté par le monde. C'est un regard de haine, de mépris. Puis ça fait mal au cœur parce que, comme je vous ai dit initialement, moi, je me considère comme quelqu'un qui est de cette société-là. J'ai laissé tomber mes origines. Je ne les ai pas laissées tomber, mais je vis ici. Donc, je passe plus de temps au Québec, au Canada qu'au Maroc. Alors, je me trouve sans... La sensation que j'ai ou le sentiment, c'est que je ne fais plus partie de mon pays d'origine et je ne fais plus partie de cette société-là. La société me rejette. Ce qui fait, je suis entre les deux. C'est un peu dommage. Le choc a été encore plus grand pour la petite communauté musulmane de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, raconte Yolande Tétrault, une Québécoise convertie à l'islam depuis 30 ans, que j'ai rencontrée à la mosquée de Brossard. Disons que ça a bouleversé la communauté. La semaine passée, je dois dire qu'au lieu d'être une trentaine pour la prière, les hommes étaient seulement une douzaine. Alors les gens ont peur d'être identifiés, surtout avec les caméras, parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et il y a déjà un qui vient de perdre son emploi, et c'est un Québécois converti. Les patrons viennent de l'aviser qu'il perdrait son emploi. Pour quelle raison? Parce qu'il est musulman. Alors, les gens ont peur, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, mais rares sont ceux qui nous parlent de l'islam. Yolande et sa sœur Marianne sont très actives à la moussalade de Saint-Jean-sur-le-Richelieu que fréquentait le converti Martin Couture-Rouleau, responsable de la mort d'un militaire. Il n'y a pas d'imam attitré à la moussalade de Saint-Jean. C'est la raison pour laquelle on l'appelle moussala et non pas mosquée. Ce sont des imams invités qui enregistrent sur vidéo leurs sermons, leurs prières, dont le contesté imam Hamza Chaoui, qui prône que l'islam est incompatible avec la démocratie, les valeurs occidentales. Marianne ne voit pas dans ses sermons une incitation à la violence. L'islam a toujours été les messages de paix, ce que les prophètes ont fait, ce que les compagnons des prophètes ont fait. Alors, c'est ça les discours que nous avons à notre petit centre à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Je ne vois vraiment pas où ce jeune homme a pris ses idées. Because the Jews, they did not accept the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because he did not came among them from their tribes. Au Conseil des imams du Québec, on se dit inquiet par le nombre croissant d'islamistes qui s'improvisent imams sans avoir suivi d'études coraniques. La situation serait particulièrement préoccupante au Québec, soutient leur responsable, Ali Danab. We face many problems and we see some individuals, persons, they was talking about Islam. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Au cours des dernières années, des musulmans qui s'improvisent imams donnent leur propre opinion sur la politique, sur la religion, sur tout en fait. Ils n'incarnent pas le vrai visage de l'islam. Ils n'ont pas la formation religieuse pour représenter le vrai islam. They give their idea, not the real Islam. أشياء كثيرة. وكذلك جعلناكم Pour remédier à ce problème, le Conseil des imams du Québec tente de fédérer les imams. Jusqu'à maintenant, il a réussi à attirer que le tiers des imams du Québec. هذه الصورة العظيمة لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم. De nombreux musulmans modérés s'inquiètent de la montée de l'intégrisme. C'est le cas de Tarek Fatah, l'un des membres fondateurs du Congrès musulman du Canada. Depuis plusieurs années, cet auteur, journaliste, tente de sensibiliser les Canadiens à la menace intégriste. Pour lui, les imams dans les mosquées y jouent un rôle de premier plan. Before the prayer, the imam starts a ritual chant. La prière du vendredi a son rituel. L'imam demande d'abord à Allah d'aider les musulmans à combattre les infidèles, les chrétiens, les juifs, les hindous, les sikhs, en fait tous les non-musulmans. Et on retrouve cette prière dans le monde entier, dans toutes les mosquées. Le Canada n'y échappe pas. Rien n'a été fait ici au Canada pour dire aux responsables des mosquées que celles-ci sont des organisations charitables, subventionnées par les contribuables, et qu'ils devraient arrêter ces discours de haine. Selon Tarek Fatah, les auteurs des attentats d'Ottawa et de Saint-Jean-sur-le-Richelieu ont tout le profil de l'endoctrinement idéologique. The rise of Islamist teaching in Canada. On ne peut pas nier qu'il y a une montée des enseignements islamistes au Canada. Si on prend l'exemple des deux auteurs des crimes d'Ottawa et de Saint-Jean, tous les deux sont nés au Québec. Leurs familles n'ont pas été victimes de discrimination. Ils étaient tous les deux blancs. Ils ne venaient pas de pays colonisés comme l'Égypte, l'Iran ou le Pakistan. C'était simplement un sentiment de haine de la civilisation occidentale. Ideological hatred of Western civilization. And then Allah subhanahu wa ta'ala talked about the Jew, those who used to kill their prophets and messengers. So we as Muslims, we are in the middle. Dans son sermon du vendredi à la mosquée de Brossard, l'imam Foudi Selmoun demande à ses fidèles de choisir l'islam du milieu, l'islam modéré. Il reconnaît que les imams ont une importante responsabilité pour ne pas attiser l'intégrisme. Bien sûr qu'on a une responsabilité qui est vraiment très lourde, parce que c'est les imams qui donnent des sermons chaque semaine, qui invitent les gens à l'islam, qui essayent de donner la vraie image de l'islam. Parce que maintenant, on est dans des jours où les gens donnent des interprétations qui n'ont rien à voir avec le vrai islam. C'est vraiment une grande responsabilité pour les imams de s'assurer que tous les messages qu'ils donnent, c'est des messages qui ont rapport avec le Coran. Il estime que ce sont les musulmans qui sont peut-être les plus touchés par la montée de l'intégrisme islamique. Ça nous inquiète tout à fait parce que ça touche tous les musulmans. Les événements qu'on voit récemment, ils ont eu des répercussions que ce soit sur des individus ou bien des musulmans. Il y en a beaucoup d'exemples. Je connais des gens qui m'appellent, des gens qui m'envoient des courriels
Il y a une personne qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Elle a été sabotée ces derniers jours après les événements. Il y a des sœurs musulmanes qui portent le voile où ils ont été intimidés. Donc, c'est ça le problème. C'est des cas qui arrivent à des musulmans, spécialement quand on a eu des événements pareils. Donc, c'est vraiment, ça nous touche, ça nous fait peur. Tous les musulmans sont concernés. Quand je lui demande d'où vient la mauvaise réputation de sa mosquée, perçue elle aussi comme sympathique à un islam radical, voici ce qu'il répond. Pour être franc, je pense que parce que c'est la plus grande mosquée de Québec, c'est pour ça qu'elle est ciblée. Et je pense que les gens qui fréquentent cette mosquée, à chaque mois, on a une nouvelle personne qui accepte l'islam. Donc peut-être que les gens ont eu peur, c'est pour ça qu'ils nous donnent ce nom-là qu'on est radicalisme ou bien qu'on radicale les gens. C'est pas vrai, c'est seulement des fausses accusations. On n'a rien à voir avec du radicalisme et on n'invite pas des gens à devenir des radicaux. L'imam Ali Danab du Conseil des imams du Québec estime que les préjugés des Canadiens et l'attitude du gouvernement canadien contribuent à ostraciser encore plus les musulmans. Je crois que la société canadienne est aussi à blâmer. Dès que quelque chose arrive, on jette le blâme sur la religion. Ça heurte les musulmans. Il faut comprendre que les musulmans sont canadiens aussi et qu'ils sont confrontés aux mêmes dangers. Le gouvernement est responsable aussi des musulmans canadiens. On s'attendait à beaucoup plus du Premier ministre Harper. Il aurait dû dire que ces crimes ne représentaient pas l'islam, mais il ne l'a pas fait. Justin Trudeau, lui, a pris la peine de faire la distinction entre l'islam modéré et les intégristes. Stephen Harper est le Premier ministre et il doit représenter tous les Canadiens. Mais il a plutôt pointé du doigt les musulmans comme si nous étions coupables de quelque chose. Ça va briser le lien de confiance entre nous et le gouvernement. Dans ses livres, dans ses émissions de radio, Tarek Fatah dénonce ces islamistes qui se cachent derrière la religion pour défendre leur radicalisme politique. Every Islamic organization which has the right to exist. Chaque organisation islamiste qui a le droit d'exister devrait être considérée comme une organisation religieuse. Mais dans les faits, quand on voit leurs déclarations, elles sont toutes des organisations politiques. Elles ne réagissent pas aux affaires religieuses de la communauté, mais plutôt aux affaires politiques de cette communauté. Nous sommes donc en présence d'une panoplie de petites organisations politiques qui appuient la doctrine du djihad armé. Ils supportent la loi de la charia. Ils supportent le statut de seconde classe pour les femmes. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas une seule mosquée où les femmes ont le droit de s'asseoir dans les premières rangées. Il n'y a pas un seul imam qui ait dénoncé la peine de mort pour les homosexuels et les lesbiennes. Denounced the death penalty for gays and lesbians. Le reportage de Ginette Lamarche réalisé dans la région montréalaise. Sur le même sujet et parmi toutes les questions évoquées par les invités de Ginette, la responsabilité des imams, la qualité de leur formation aussi, et puis le nécessaire dialogue entre les communautés dans lesquelles les musulmans d'un peu partout sont venus s'installer. Notre invité, on va le retrouver aujourd'hui en France. Awais Séniguer est docteur en sciences politiques, chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Lyon. Il est aussi chercheur associé au GREMO, le groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Monsieur Séniguer, bonjour. Bonjour.
Ce sont toutes des questions que les Français et puis d'autres ailleurs en Occident aussi se posent. On n'est pas toujours au même endroit dans le calendrier. C'est une réflexion assez récente chez nous au Canada, mais nécessaire, je le disais. Est-ce qu'effectivement, la plupart des propos que vous avez entendus là, ce sont des questions que nous partageons tous en Occident? Absolument, ces questions sont transversales. Les questions que vous posez au Canada sont également posées et débattues en France et en Europe de façon générale. Et elles ont toutes trait à cette question de la radicalité en lien avec l'islam. Et effectivement, cela demande énormément de pédagogie pour essayer de distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire ce qui relève de la polémique et ce qui relève de la réalité du terrain, ce que l'on peut constater en matière de radicalité, les raisons, les sources et les acteurs qui nourrissent cette forme de radicalité au nom de l'islam. Oui, ce radicalisme chez des jeunes qui souvent ne sont pas musulmans au départ, sont des convertis de fraîche date dans bien des cas, c'est sûr, qui sont, enfin, ils ont souvent plusieurs caractéristiques dont on va profiter ou abuser. Ce sont des jeunes qui sont, je pense que votre expression, l'expression est de vous, en décalage, en tout cas certainement en marginalité dans leur société, en malaise en tout cas, et qui là trouvent un canal qui est assez séduisant. Ça a l'air d'être une donnée assez partagée. Oui, je crois qu'en fait, c'est lié, c'est ce que j'observe en analysant de près le discours des acteurs, c'est la nature circulatoire de cette idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se trouve que l'islam est mis en porte-à-faux, notamment avec ce qu'on observe en Irak ou en Syrie, l'État islamique, etc. Et certains jeunes se reconnaissent dans cette forme de radicalité et établissent un parallèle, bien sûr à tort, du point de vue de l'observateur, entre ce que vivent des populations majoritairement musulmanes dans ces sociétés, moyen-orientales notamment, et ce qu'elles peuvent vivre parfois en Europe en matière de discrimination réelle ou supposée en raison de l'appartenance à l'islam. Et ce parallèle étant établi, il est plus facile pour eux ensuite de passer à l'acte violent au nom de cette identification fantasmatique, parce qu'en réalité les situations sont dissemblables. Ouais. Dans une situation, dans les sociétés du Proche-Orient, on n'est pas dans une situation de démocratie, de droits humains, etc., alors qu'en France ou en Europe, de façon plus générale, les citoyens, même de religion musulmane, ne sont pas discriminés, en tout cas du point de vue juridique, en principe. Dans plusieurs cas, et ceux du Canada en sont, ce n'est pas la mosquée qui est davantage le lieu d'endoctrinement ou de radicalisation, c'est bien davantage l'ordinateur et la souplesse que ça suppose sur la planète. Mais de la responsabilité et de la formation des imams. On entendait un des invités de notre collègue du Conseil des imams du Québec dire il y a un problème. Les gens sont formés n'importe comment, s'autoproclament imams ou alors sont téléguidés de culture islamique qui ne nous intéresse pas, mais qui atterrissent dans nos mosquées. Effectivement, là-dessus, il y a... Contrairement, par exemple, à des institutions comme la religion catholique, où il y a quand même un encadrement assez strict. Il peut y avoir des débordements, mais il y a une manière de faire. On ne peut pas se déclarer ni prêtre, ni cardinal comme ça. Donc ça contribue au problème. Vous avez raison, vous avez souligné 2 points fondamentaux. Le premier, c'est naturellement le déplacement de l'autorité. C'est-à-dire que déjà, dans l'islam sunnite, il n'y a pas d'autorité établie. Ça l'est encore davantage, cette dissolution de l'autorité, avec l'avènement des ressources électroniques ou l'Internet, où là, pour le coup, on assiste à une démultiplication des voix qui s'expriment au nom de l'islam. Ça, c'est le premier point qui est important. Le second point, et vous avez tout aussi raison, c'est la déficience en matière d'apprentissage et de diffusion du savoir théologique. Pendant des siècles, le monde majoritairement musulman a donné lieu à des débats vifs, vigoureux, sur la rationalité, les rapports entre foi et religion, et on assiste à un lent déclin depuis au moins le 19e siècle. On pourrait discuter des dates et des périodes. Et cette déficience, effectivement, est remarquable dans le discours d'un certain nombre de prêcheurs ou de théologiens qui ne raisonnent qu'à partir de considérations politiques court-termistes et qui n'interrogent pas les textes, ne remettent pas en cause, par exemple, les contextes dans lesquels certaines traditions ont émergé, etc. Et cela, à mon avis, a une conséquence sur la réception et la réceptivité
par les récipiendaires de ce discours, les musulmans, et sur leur façon de se comporter, de se rapporter au monde. Incontestablement, il y a une responsabilité morale des imams et de certains prêcheurs qui s'autoproclament imams alors qu'ils n'en ont absolument pas la formation, non seulement en matière de connaissances théologiques, de connaissances de la langue arabe aussi, mais également des savoirs profanes, l'histoire, la sociologie, la politologie. Il faudrait, à mon sens, cette polyvalence pour voir émerger un islam en phase avec le monde. Donc, M. Sénéguer, pour emprunter un peu à un autre vocabulaire, on aurait quitté les siècles des Lumières, on serait dans une période plus sombre, en tout cas chez certains radicalistes de l'interprétation de l'islam, et certains États, parce que là, le politique et le religieux se rejoignent parfois, se serviraient de la mosquée, où qu'elle soit sur la planète aujourd'hui, comme une espèce d'ambassade téléguidée. Oui, alors il y a une responsabilité partagée entre les régimes, dans le monde arabe notamment, et les acteurs de l'islam politique, ceux qui politisent à outrance l'islam. Et la légitimité que les élites dirigeantes dans ces pays n'ont pas, sur le plan électoral ou démocratique, ils la puisent, la dite légitimité, dans les ressources religieuses. En servant la soupe, vous me passerez l'expression qui est peut-être pas suffisamment heureuse, aux islamistes qui ensuite renchérissent ou surenchérissent dans ces discours identitaires, et de ce fait, les premières victimes sont les théologiens, ou en tout cas les penseurs musulmans, qui tentent d'adopter une autre lecture de l'islam. En réalité, il y a une profonde polyphonie de l'islam, mais l'islam est accaparé et investi énormément par des acteurs dont la voix porte davantage, qui sont les acteurs ou les théologiens proches de la nébuleuse des frères musulmans ou islamistes au sens large. Est-ce que les États en Occident, parce que les législations varient beaucoup selon les cas, neutralité de l'État ou accueil des communautés religieuses reconnues, quelles qu'elles soient, plurielles, etc., mais est-ce que les États font ce qu'ils devraient faire pour au moins faire un monitoring ou encadrer en tout cas l'activité qui se passe au nom de la religion dans certaines mosquées? C'est éminemment complexe si l'on tient compte de la nature laïque des États desquels on parle. Si on parle de la France, par exemple, au nom de la loi de 1905, il est difficile d'intervenir en matière religieuse, sinon à se mettre en porte-à-faux par rapport aux principes érigés depuis plus d'un siècle. Oui. À moins d'invoquer les lois criminelles, oui. Ça, c'est autre chose. D'un côté, il faut effectivement, en tout cas, accompagner ou observer de façon la plus neutre possible les activités religieuses afin qu'elles ne débordent pas et qu'elles ne produisent pas du désordre social, mais en même temps ne pas intervenir par trop au risque de se mettre en porte-à-faux par rapport à la loi de 1905 et de créer le sentiment chez une partie de la population, notamment musulmane, qu'il y aurait un deux poids deux mesures, c'est-à-dire un traitement différencié de l'islam par rapport à d'autres religions. En fait, les événements de ces dernières années nous convoquent à une réflexion dont on avait fait l'économie tout le monde, là. Oui, c'est-à-dire que c'est le présentisme, pour reprendre un concept utilisé par certains historiens, et qui nous, en quelque sorte, qui oblitère la prise de recul par rapport aux événements auxquels on assiste aujourd'hui. Il y a une actualité qui donne l'impression d'une spécificité ou d'une exceptionnalité de l'islam. Et c'est lié aux événements qui sont mondialisés. Et cela crée une forme de cécité par rapport à ce que nous-mêmes, en Europe, avons vécu, notamment le conflit âpre entre l'Église catholique et l'État, à un moment donné en France. Et si l'on n'a pas ce recul suffisant, on donne l'impression et on nourrit la thèse ou les thèses d'une spécificité musulmane. Thèse qui est d'ailleurs nourrie par les islamistes eux-mêmes. Garde donc à ne pas adopter exactement la même lecture que les islamistes ont ou se font de l'islam. Awais Sénéguer, je vous le rappelle, est associé au groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Lyon. Monsieur Sénéguer, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était très éclairant de vous entendre. Merci infiniment de cette invitation. Merci, au revoir. Au revoir. Suivez Michel Deshôtels sur Twitter, @ici des hôtels.